Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est donc mercredi 1er septembre, début des qualifications à la Coupe du Monde, la phase de groupe en zone Afrique. Et pour cela, j'ai un invité qui était déjà venu sur la chaîne, Monsieur Lotfi Wada. Bonjour. Bonjour à toi Robin et merci encore pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bon alors, journaliste, ayant publié dans je ne sais combien de médias, dis-moi si je me trompe, hein, et véritable bible du football africain et grand amoureux. Aujourd'hui, on va parler de quelques clubs, enfin de quelques sélections, excusez-nous, qu'on a choisi un petit peu auparavant. Mais avant tout, on va mettre un petit mot. Donc les qualifs débutent avec ce Centrafrique-Cap-Vert aujourd'hui, tout à l'heure. La Centrafrique qui fête le retour de Raoul Savoie, l'entraîneur suisse qui est revenu, le troisième passage. Et on remarque que pas mal de sélections ont changé de coach ces derniers mois. Je te laisse un peu, notamment le Togo, le Congo-Brazza ou Madagascar. Les non-qualifications à la CAN, beaucoup de fédérations ont changé de coach parce que bon, on a cette vision un peu court-termiste en Afrique. Et donc, il y a eu des changements de coach, notamment au Togo avec l'affaire Duarte qui était sous contrat avec le Primeiro de Agosto, qui a été limite arraché au Primeiro de Agosto pour rejoindre les éperviers. Et comme tu l'as remarqué avec Rabé Sandratana après le scandale de Nicolas Dupuis à Madagascar, et même le Cameroun qui est maintenant avec Anthony Conceição, qui a vu son contrat après la qualification renouvelé il y a quelques jours d'ailleurs, avec pour but évidemment le but suprême qui est de retourner à la Coupe du Monde après l'échec de 2018. Alors, on pourrait parler du Congo-Brazzaville qui est appelé Paul Put, hein, qui visiblement les affaires de corruption et de pots de vin, ça n'a pas l'air de gêner certaines fédérations. Mais tu parlais justement du Cameroun, qui est donc là tombé dans un groupe très compliqué, puisque même le Malawi et le Mozambique, attention, parce que va gagner au Mozambique, c'est jamais facile. Moi, s'ils peuvent jouer à domicile. Ils peuvent jouer à domicile le Mozambique ou pas? Oui, ils peuvent jouer normalement, oui. Mais surtout, il y a la Côte d'Ivoire aussi, donc c'est encore, on va dire, le même ritournelle. Mais justement, cette équipe du Cameroun, on a vu Hugo Bross, on a vu Clarence Seedorf ces dernières années, on a eu pas mal d'instabilité, on ne veut même pas parler de ce qui se passe à la fédération. On voit une sélection qui appelle de plus en plus de binationaux, qui, sur le papier, a quand même des joueurs de qualité, mais souvent au même poste. Mais dans le jeu, c'est souvent une infâme bouillie. Comment tu vois justement cette équipe du Cameroun aujourd'hui? Moi, je pense très sincèrement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Le niveau de jeu est affreux. Même quand il y a eu la victoire en 2017, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. C'était une victoire assez dans le jeu qui était très faible hein, contre un adversaire, même l'Égypte, qui n'offrait que très peu. Et là, donc, le Cameroun qui va affronter un peu une autre force déclinante, j'ai envie de dire, avec la Côte d'Ivoire. Les deux équipes sont évidemment archi favorites pour se battre pour ce seul ticket qui va être disputé. Donc, ça va être intéressant de voir et on va voir ce que va donner le Cameroun, étant donné que, bon, comme tu l'as remarqué, il y a de plus en plus de joueurs binationaux. Je pense à Castelletto, même Malong au milieu qui joue à Mayence et beaucoup d'autres qui jouent un peu partout en Europe. Donc il y a, il y a ce retour vers les binationaux, alors que le Cameroun, par le passé et même pendant des années, nous a habitués à compter sur des joueurs qui étaient formés localement, que ce soit dans des clubs locaux ou même dans des académies privées. Donc là, il y a cette volonté d'aller de piocher dans la diaspora, un peu comme la Côte d'Ivoire, et ces deux nations-là vont donc s'affronter pour une énième fois après les affrontements au début des années 2000, notamment durant les qualifs à la Coupe du Monde ou même à la CAN 2006, où on n'oubliera pas non plus le match de la honte pour les qualifs à la CAN 2015 qui s'était terminé d'une façon digne d'Allemagne-Autriche 82. Donc cet affrontement va être intéressant, comme tu l'as bien remarqué. Et attention au Malawi, au Mozambique, des déplacements assez compliqués. Tu parles de petit, tu parles de Cameroun. Alors là, je vais y aller moi, hein, sur Djibouti, qui est officiellement vraiment le petit poussé de cette phase de groupe. C'est la première fois que les requins de la mer Rouge donc, accèdent à une telle phase. Évidemment, c'est en grande partie grâce au travail du staff de Julien Metz, donc un entraîneur français qui avant était au Congo-Brazzaville, qui est arrivé maintenant il y a 2 ans et demi, hein, quasiment 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui lutte contre vents et marées. Je pense que tu peux confirmer. C'est vraiment contre vents et marées. Donc le déplacement a été épique. Je pense que quand Julien un jour l'expliquera directement parce que ce qui se passe c'est absolument incroyable. Donc ils avaient obtenu leur qualification face à l'ancien Swaziland, hein, Eswatini comme on l'appelle. Donc ça avait été un exploit. On rappelle que Djibouti était à 2 doigts de se qualifier pour la phase de groupe pour la CAN aussi. Ils avaient perdu simplement face à la Gambie. C'était au pénalty si je ne dis pas de bêtises. C'est bien Donc, ça, oui, c'est bien ça. donc Gambie qui au final s'est qualifiée pour la CAN d'ailleurs. Donc ils ont perdu que 1-0 face au Liban dans la Coupe arabe. Bon, Djibouti, c'est une équipe encore amateur, c'est une des dernières équipes amateurs, je pense, de cette phase de poule-là, où tu as très peu de joueurs à l'étranger. Alors là, ils en ont pris 3 qui sont dans les divisions inférieures, notamment belges en troisième division. Il y en a un en Norvège également, si je ne dis pas de bêtises.
Et en fait, il y a aussi le club d'Arte Solar qui est intéressant à Djibouti. Arte Solar, c'est le nouveau riche du football de la Corne de l'Afrique qui a accueilli Alexandre Song et Carlos Kameni, qu'on parlait de Cameroun. Et en fait, si tu veux, Arte Solar se prépare justement actuellement au Cameroun, ce qui fait que le propriétaire Arte Solar a pu, et a même vu avec la fédération pour dire voilà, je peux mettre à disposition pour que les joueurs puissent directement aller en Algérie, etc. Donc Arte Solar qui a une très bonne attitude, qui essaye de se professionnaliser, qui fait venir des anciennes gloires, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le problème, c'est que on va dire, cette émulation d'Arte Solar, elle n'est pas forcément suivie, notamment à la fédération, mais il y a quand même un staff qui travaille beaucoup et des joueurs très attachants, je peux te le dire, qui ont des histoires tous incroyables. T'en as avec son professeur, son chauffeur de taxi. Enfin, si tu veux, c'est un concentré absolument incroyable avec des personnages vraiment hauts en couleur. Et aussi, tu regardes, depuis que Julien Met est arrivé, ils n'ont jamais pris de carton. Ils avaient joué face au Cameroun, le Cameroun Chan. Ils avaient fait un stage l'an passé. Et au final, ils avaient réussi à tenir tête au Cameroun Chan, ce qui était quand même, bon, même si le Cameroun Chan, c'est pas exceptionnel, mais il y avait une différence de gabarit tellement grande. On rappelle que les Djiboutiens, c'est pas un cliché de dire ça, c'est une réalité. Quand tu regardes l'équipe, quand tu revois, il y a très peu de mecs au-delà du mètre 80. Et l'un des rares mecs un peu costaud en attaque, c'est parce qu'il est à moitié nigérien. Donc, au bout d'un moment, tu as aussi ce qu'on appelle des gènes, hein. Quand tu vas en Éthiopie, il ne faut pas t'attendre à voir que des sprinters bodybuildés, quoi. Donc, si vous voulez, Djibouti, là, dans ces qualifs, c'est vraiment l'aventure épique, c'est les 12 travaux d'Hercule, surtout qu'ils vont jouer directement face à l'Algérie, qui est donc évidemment l'ogre totémique aujourd'hui du continent. Donc, on suivra évidemment ça avec attention. Et en parlant d'Afrique un peu du Nord, je te laisse la parole maintenant sur la Libye. La Libye et son football de club aussi très intéressant actuellement, qui fait la une en Afrique. Oui, la Libye, comme tu l'as remarqué, Romain, fait la une en Afrique un peu partout avec des transferts, avec des montants incroyables, notamment récemment avec un joueur qui joue en Amérique, Mohamed El Mounir, qui était revenu à l'Ittihad Tripoli et qui a signé pour le rival éternel Ahli Tripoli pour un salaire qui dépasserait le million de dollars par an, ce qui est assez incroyable. Et des joueurs, évidemment aussi, on va dire, c'est un peu le bon côté, on va dire, de l'arrêt du championnat pendant des années, mais des joueurs qui sont exportés un peu partout et dans des grands clubs africains notamment, avec les meilleurs exemples sont Hamdoul Houni qui joue à l'Espérance, très bon ailier, Moyed El Lafi, l'excellent joueur qui a fait les beaux jours de l'USMA Alger et maintenant du Wydad Casablanca, ou encore Saned El Warfelli qui jouait au Raja Casablanca qui était très bon au milieu de la défense. On a des joueurs qui sont exportés et aussi également la tête d'affiche, Mohamed Samel Moussarati qui joue à Braga et qui fait du très bon travail au milieu de terrain et qui a été, qui me semble, qui était dans le viseur de beaucoup de clubs plus huppés. Donc on a un football qui commence à grandir, malheureusement des dissensions dans la fédération, évidemment, avec la dernière en date, ce transfert-là qui a créé des problèmes dans le camp en Turquie, dans le camp d'entraînement en Turquie, et là la Libye qui a très sincèrement, qui a un excellent potentiel, peut-être la meilleure génération de son histoire, ou peut-être la meilleure génération depuis 1982, et cette finale contre le Ghana perdue à domicile, et qui a ce potentiel-là et qui va, à mon avis, causer beaucoup de problèmes à l'Égypte, à l'Angola et au Gabon dans ce groupe-là, et on verra qu'est-ce que ça va donner, parce que bon, oui, désolé de te couper, mais c'est juste pour que tu expliques un peu aux gens, parce qu'on parle de ces sommes assez incroyables quand on réfléchit, parce que les gens n'imaginent pas forcément ça, en fait, quand il n'est pas au fait du football africain, qui en plus, les arrivées sont célébrées, j'ai presque envie de dire, comme en Arabie Saoudite. On met les petits plats dans les grandes annonces, mais surtout, est-ce que tu peux expliquer brièvement comment ce monsieur, ce président, cherchait à recruter ses joueurs avec son jet, parce que c'est quand même une histoire incroyable. Ah oui, l'histoire de Ismaël Ch'tiwi, qui est le président honoraire du club d'Al Ahly Tripoli. Pour faire simple, c'est pendant le Ramadan, le dernier Ramadan, ou même pendant le printemps dernier, ce monsieur s'est baladé avec son jet privé à travers l'Afrique du Nord et cherchait à signer les meilleurs joueurs libyens ou même de très bons joueurs libyens ou de très bons joueurs étrangers qui jouaient. Par exemple, il a signé Hossam Hassan, un joueur qui jouait à Smoha et qui a signé récemment Al Ahly pour un prêt de 4 mois à hauteur de 1 million de dollars, quoi. C'est pour montrer le niveau financier. Bon. Dont tu parles, c'est ce que la fédération a annoncé pour le retour de Javier Clemente, qui a alors un choix là, l'un des mecs les plus arrogants que j'ai vu dans le football, pour le connaître un peu, c'est incroyable, qui est revenu. Ça fait des années qu'il ne coachait pas. Bon, on ne va pas trop faire de commentaires là-dessus. On parle de stabilité, justement. Il y a le Soudan là, qui vit, la sélection nationale vit depuis quelques mois une période de stabilité, de prospérité, même j'ai envie de dire. Je sais que le Soudan, toi, le football de club au Soudan te plaît beaucoup aussi, mais l'arrivée d'Hubert Vellu à la tête, en tout cas, de la sélection nationale, qualification à la CAN alors que c'était mal engagé, ce scénario Hitchcockien, j'ai presque envie de dire, dans leur groupe, notamment face à l'Afrique du Sud. Et puis là, donc, ils ont gagné en plus un match amical face au Niger 3-0 la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, oui.
Le Soudan actuellement, bon, bah, qui a une certaine période de stabilité justement. C'était rare, c'était très rare au niveau de la sélection, si je dis pas de bêtises. Exactement, comme tu l'as remarqué, il y a un peu de stabilité avec l'arrivée du Bervelud et comme tu l'as bien remarqué également, il y avait, ce n'était pas une partie facile, ce n'était pas une mince affaire pour se qualifier, étant donné que le Soudan avait remporté son premier match logiquement contre Sao Tomé et s'était incliné en Afrique du Sud. Donc il restait 4 matchs et il y a eu une défaite logique, on va dire, au Ghana, mais sinon, à part ça, le Soudan a fait carton plein après, a réussi à battre notamment dans un match décisif à Omdurman l'Afrique du Sud 2-0 net sans bavure avec des buts des deux stars de l'équipe nationale, Mohamed Abdelrahman et Saif Terry, les deux joueurs qui évoluaient à El Merrikh et El Hilal. Et on peut remarquer, comme on en a parlé en off, on peut remarquer que la qualité du Soudan et ce retour sur la scène continentale contraste un peu avec le niveau faible des équipes, des clubs, alors que le Soudan nous avait habitués à l'époque, par le passé, notamment durant la période dorée, à avoir, notamment en 2008 par exemple, ou en 2012, nous avait habitués à avoir des clubs qui performaient sur la scène continentale avec des demi-finales, etc. Et d'avoir une équipe nationale qui suivait et qui prenait le même train. Mais là, on a des clubs bon, qui se qualifient pour la phase de groupe, mais qui ne font pas grand-chose. Mais de l'autre côté, on a une équipe nationale qui s'est qualifiée brillamment, après, comme tu l'as dit, avec un scénario hitchcockien contre une équipe bien supérieure sur tous les plans, évidemment, on ne va pas se le cacher, l'Afrique du Sud. Et donc, on a cette chose-là, et on a aussi à noter quelques joueurs, contrairement au passé, qui jouent à l'étranger ou qui ont eu des expériences à l'étranger, notamment Mohamed Abdelrahman, la star de l'équipe, qui était en Algérie, qui est revenu à Al-Hilal, Sefteri, qui joue maintenant en Égypte, Atar Tahir aussi, le latéral, qui joue en Égypte également. Donc on a des joueurs qui s'exportent un peu. On avait Chiboub aussi, qui avait joué au Simba, Tanzanie, et qui joue maintenant à l'étranger. Donc on a des joueurs comme ça qui s'exportent un peu, la petite nouveauté, et comme je te disais, pour moi ça contraste un peu avec le niveau des clubs, et on va voir ce que ça va donner là dans un groupe qui semble être copieux. On va voir déjà contre le Maroc demain. Ouais. J'avertis mes amis marocains que je salue au passage, ça ne va pas être une farandole de football ou des feux d'artifice, hein. On a une équipe qui va jouer bien physique et qui va essayer de retarder l'échéance le maximum possible. Et justement, on a parlé donc de l'adversaire de l'Algérie, du Maroc, on va parler maintenant de l'adversaire de la Tunisie notamment. On parlait de la Zambie, on se rappelle de cette Zambie qui avait gagné la CAN avec Hervé Renard. Depuis la Zambie, bon, il y a eu des hauts débats, mais là en ce moment c'est quand même surtout pas mal de bas. Ne pas réussir à se qualifier pour la dernière CAN quand même. CAN à 24, on le rappelle, hein, pas à 16. Hein. Une instabilité sur le banc de touche où tu as l'impression qu'ils utilisent autant de coachs qu'un curé peut en bénir, comme dirait ma vieille mère. Je te laisse un peu aller sur cette Zambie-là qui est un des symboles, je dirais, du football déclinant de certaines nations. Ben, comme tu l'as dit, je pense instabilité, c'est ce qui résume le mieux la Zambie, quoi. Je pense très, très probablement que ça soit sur le banc, comme tu l'as remarqué avec des sélectionneurs qui succèdent. Le dernier en date, Micho, qui est un baroudeur du football africain, qui connaît très bien et qui a eu beaucoup de résultats partout. Je pense que c'est son seul échec, la Zambie. Et là, hein, il a été remplacé par un local, Beston Chambeshi. Et comme tu l'as remarqué, il y a eu cette incapacité à se qualifier à une CAN à 24, alors que la Zambie, bon, c'est un certain pédigré au niveau africain, et notamment, ça n'est pas la première CAN qu'il rate, hein, c'est la troisième CAN d'affilée, ne l'oublions pas, il y a eu celle qui a été ratée en 2017 aux dépens de la Guinée-Bissau, 2019, elle a été encore ratée, la Zambie l'a encore ratée, alors que dans son groupe, il y avait une équipe comme la Namibie, excuse-moi, quand même. Donc il y a cette instabilité dans les résultats là qui suit un peu, j'ai envie de dire, une instabilité et une baisse des clubs également, parce que d'habitude on avait l'habitude de voir notamment Zesco ou Zanaco présents en phase de groupe, de qualif, de Coupe de la CAF ou même de Ligue des Champions depuis l'élargissement à 16. Mais maintenant, on ne voit plus trop de clubs zambiens et je pense que ça se répercute dessus, étant donné que eux basent beaucoup leur, leur équipe nationale là-dessus, sur un football local, et même beaucoup de joueurs partent à l'étranger. Donc maintenant, on a même les stars n'ont pas été appelés pour ces Ouais. qualifs-là. Pour terminer cette vidéo, je vais dire quelques mots autour du Rwanda, parce que le Rwanda fait beaucoup parler sur la scène footballistique et même sportive. L'Afro-Basket se déroule d'ailleurs actuellement à Kigali. Alors le Rwanda a quand même prouvé sa capacité à organiser des événements sportifs. On voit aussi l'ouverture du bureau régional FIFA au Rwanda. Donc il y a tous ces efforts, on va dire, organisationnels, structurels, qui sont un peu
et de vitrine surtout sportive du Rwanda. Par contre, il y a un football de club et de nation qui est toujours un petit peu en retard. On n'a jamais trop mis les moyens non plus. Alors peut-être que c'est pas plus mal comme ça, hein. Parce que je sais que par exemple, ils disaient à tout le monde qu'ils n'avaient pas plus de 10 000 dollars pour un sélectionneur avec son adjoint par mois. Donc on ne pouvait pas espérer non plus des très grands noms. Donc ils ont encore fait confiance à un local. Juste très brièvement, si tu avais 2-3 mots à dire sur le football au Rwanda, est-ce qu'on peut Ben, espérer? un football endormi, je dirais, comme tu l'as bien remarqué, où il y a très peu de moyens, alors que bon, il y a deux gros clubs nationaux, hein, l'APR, club gouvernemental quasiment, et le Rayon Sport, qui forment un duopole sur les titres nationaux. Donc il y a eu une petite aventure du Rayon Sport en 2018, il s'était qualifié pour les quarts finales de la Coupe de la CAF, ce qui n'est pas rien, et ils étaient tombés aux mains des Nimba. Et sinon, bon, il y a quelques qualifs au Tchad, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Comme tu l'as très bien remarqué, il n'y a pas de résultat incroyable. Et pour nos chers auditeurs, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que le Rwanda s'est qualifié une CAN, c'était en 2004 quand Eh même. bien, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair, de donner quelques éclaircissements sur ces qualifications donc, à la Coupe du Monde 2022, la phase de groupe qui commence dès aujourd'hui. En plus, les matchs seront disponibles sur la chaîne YouTube de la FIFA et je crois même que la chaîne L'Équipe a acheté quelques droits pour ceux En effet. qui habitent en France. Donc, ça permettra d'avoir une visibilité de ces matchs-là. Alors, vous attendez pas toujours à des matchs de poète hein, quand même, parce qu'entre l'état des terrains et le fait de mettre des matchs à 3 heures de l'après-midi sous un cagnard pas possible, où il va pleuvoir comme vache qui pisse, pour reprendre des expressions bien connues dans nos contrées, ce ne sera pas toujours les matchs des poètes, mais il y a quand même pas mal de belles histoires aussi à raconter, notamment avec les requins de Djibouti. L'autre fille, je te remercie pour ta présence et puis on se dit à très vite pour le débrief sans doute de ces matchs-là et également de la zone Asie. À bientôt tout le monde!